Lionel Arletta, bienvenue sur Dual pour présenter aujourd'hui l'école de la construction, la fondation de l'école de la construction et puis aussi peut-être un peu la Fédération vaudoise d'entrepreneurs à laquelle vous êtes étroitement liés. Traditionnellement, pour commencer, je vous propose de vous présenter et puis de présenter aussi les activités de l'école de la construction et peut-être aussi de la fondation si ça vous va. Parfait, merci déjà pour l'invitation. Alors, je m'appelle Lionel Arletta, je suis effectivement le directeur de la Fondation École de la Construction et plus particulièrement du pôle formation des métiers de la Fédération vaudoise des entrepreneurs. Cette école a été créée pour former dans les métiers du bâtiment et de la construction. Mon parcours, j'ai commencé par un CFC d'employé de commerce et ensuite je suis tombé dans la marmite de la formation puisque j'ai officié à la Poste dans le domaine de la formation professionnelle initiale. Ensuite, je suis parti au canton de Vaud, je suis parti à la DGEP, c'est-à-dire à la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire. Et là, depuis 2 ans, je suis directeur de l'école de la construction. Mon parcours CFC d'employé de commerce, suivi d'un diplôme fédéral de formateur pour adultes. Après, j'ai fait un brevet fédéral de spécialiste de la formation professionnelle et j'ai fini par un DAS à l'Université de Genève dans le domaine de la formation d'adultes. Ok. Et du coup, l'école de la construction, c'est quoi ? Alors, l'école de la construction, c'est une école et un pôle de formation dans lequel on forme la formation initiale, tout ce qui est apprentissage, AFP, CFC, la formation supérieure, tout ce qui est brevets fédéraux, diplômes fédéraux, mais également la formation continue pour tout ce qui est des métiers du bâtiment et de la construction. Et puis la fondation, elle a quel rôle par rapport à l'école ? Alors, le rôle de la fondation, enfin le titre, ça s'appelle Fondation École de la Construction, c'est le titre officiel de l'école de la construction. Son rôle, c'est de permettre aux entrepreneurs d'avoir du personnel formé pour travailler sur les chantiers dans le domaine du bâtiment et de la construction. D'accord, donc la fondation, c'est directement l'entité juridique en fait qui chapeaute l'école, si je comprends bien. Exactement. Ouais, d'accord. Et puis par rapport à la Fédération vaudoise d'entrepreneurs, c'est quoi le lien, c'est quoi la différence ? Alors, la Fédération vaudoise des entrepreneurs coopérative a créé l'école de la construction, la Fondation École de la construction, pour justement pouvoir compter sur une institution qui lui permet d'obtenir des jeunes qualifiés au niveau CFC, mais aussi des gens qui font des formations supérieures type brevet ou diplôme fédéraux. Et puis vous avez une large expertise, beaucoup d'expérience dans la formation professionnelle depuis, j'imagine, pas mal d'années. Je sais pas. Ça fait environ 25 ans, effectivement. Voilà. Donc on a reçu Catherine Fleury de la DGEP aussi, que vous connaissez certainement si vous avez dû travailler parallèlement sur 2-3 trucs. Alors effectivement, je connais Catherine Fleury de mon précédent travail, mais également de ce que l'école de la construction a aussi une implication dans différents rôles, par exemple dans le GIIP pour l'organisation du Salon des métiers. Et là, je me retrouve aussi avec Madame Fleury qui représente le COSP dans ce comité. De votre perspective, comment elle a évolué cette formation professionnelle ces dernières années, dernières décennies, et puis spécifiquement peut-être par rapport aux métiers de la construction qui sont au cœur de beaucoup d'enjeux et de discussions aujourd'hui? Alors, l'évolution s'est faite au rythme des ordonnances de formation, puisque tous les 5 ans, les ordonnances sont révisées. Ça, c'est pour la formation initiale. Quand on fait ces révisions d'ordonnances, effectivement, le métier va donner les orientations de là où ils aimeraient que les compétences de leurs jeunes aillent. Et là, tout au long de ces années, effectivement, on a vu que les compétences s'adaptaient au terrain, à ce qui se fait actuellement dans les bâtiments, dans la construction, dans les métiers. Et ces ordonnances deviennent tout à fait ciblées par rapport aux métiers que chaque corporation défend. Et justement, les métiers dans la construction, comment est-ce qu'ils ont évolué ? C'est quoi les principales choses qui changent ? Alors, dans le domaine de la construction, les entrepreneurs
ont été très innovateurs, hein, et ils ont mis en place plein de choses par rapport à la sécurité, par rapport à la pénibilité. Ça a peu été montré au public, c'est ça qui peut-être pêcher à l'heure actuelle, mais effectivement, c'est de faire coller le métier aux réalités du contexte actuel, ce qui veut dire qu'il y a aussi dans ces nouvelles ordonnances, beaucoup de choses qui se font pour certains métiers via des programmes informatiques, via des outillages que l'on doit programmer, ce genre de choses. Et puis, tout ça a été mis en place au fur et à mesure dans les nouvelles ordonnances, dès que le matériel évoluait aussi. Pourquoi, selon vous, qui êtes confrontés tous les jours à des jeunes professionnels, à des formations supérieures dans la formation professionnelle, les brevets, les diplômes, maîtrise fédérale, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les métiers de la construction, alors que c'est en plein boom, la construction, enfin moi j'ai des amis entrepreneurs, ils ont du boulot par-dessus les bras, qu'est-ce qui fait que c'est toujours pas aussi attractif que d'autres métiers? Je pense que l'image que les gens s'en font est une de nos problématiques. Si je prends un chantier sur une route, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir comme panneau de chantier? On va voir un triangle avec un gars qui a une pelle et un gros tas de sable à déplacer. Eh bien, effectivement, dans l'inconscient collectif, il y a tout ce côté pénibilité, tout ce côté sécurité, danger, alors que les entrepreneurs, les formations ont essayé d'avancer, de mettre de plus en plus de sécurité, de plus en plus de soutien au port de charge et ce genre de choses, mais c'est un peu méconnu. Ça a été fait un peu dans son coin sans que ce soit promu, et la vision que les gens ont des métiers de la construction, eh bien, des fois, est erronée à l'heure actuelle. Justement, par rapport au papier supérieur, aujourd'hui, des jeunes qui font un CFC de maçon, par exemple, c'est quoi la proportionnalité de jeunes qui ensuite font un brevet fédéral ou même vont plus loin jusqu'au diplôme? Alors, les dernières statistiques au niveau suisse donnent environ 18% des gens qui ont un certificat fédéral de capacité qui continue sur une formation supérieure. Et dans le domaine de la construction, on avoisine ce 18%, effectivement. Ok, donc presque un jeune sur 5, en fait. Presque un jeune sur 5 va plus loin que son CFC, effectivement. Ce phénomène, pour vous, il est dû à quoi? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Le côté perspective, mais même dans tous les métiers, hein. Moi, je me souviens quand j'ai fait aussi un peu de commerce, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu quelqu'un qui est venu nous présenter la suite, alors qu'en pays de commerce, on peut faire des brevets fédéraux dans 1001 domaines, je pense. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'étais à l'école professionnelle à Lausanne et on n'a jamais vraiment eu des gens qui venaient nous présenter les brevets fédéraux dans la compta, les RH, le marketing, des choses comme ça. Et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui devient presque automatique. Est-ce que c'est un avantage que tout soit réuni au même endroit avec l'école de la construction? Alors effectivement, je pense que c'est un grand avantage parce que les jeunes qui viennent se former au cours interentreprises chez nous côtoient aussi des gens qui sont en formation supérieure. Donc déjà là, ils se rendent compte que ça peut exister. On a aussi les associations professionnelles qui font de la promotion de leur formation supérieure, mais aussi à l'école de la construction, eh bien, on a tout le domaine de la promotion de l'apprentissage qui est rattaché à l'école de la construction. Et là aussi, l'équipe de promotion, quand elle fait ses promotions en école ou sur le salon des métiers, etc., on parle déjà systématiquement des formations supérieures pour montrer aux gens qu'il n'y a pas que le CFC, mais qu'on peut évoluer dans ces formations. Et dans votre cas, lorsqu'on fait des études supérieures en formation professionnelle, qu'est-ce qu'on acquiert comme compétence? Parce que c'est pas de l'enseignement, mais c'est de l'accompagnement de jeunes, où il y a un côté recherche. Comment est-ce que ça s'articule, une formation spécifique à la formation professionnelle? Alors, une formation spécifique à la formation professionnelle, on est en Suisse, il y a beaucoup de bases légales qui sont déjà à maîtriser Ouais. par rapport à tout le système suisse de formation professionnelle. Et puis après, c'est effectivement orienté sur de la pédagogie, sur tout ce qui est recherche de manière d'acquérir des compétences, de
de délivrer des compétences en salle de classe ou en atelier. Donc, il y a vraiment tout ce panel qui va de la base légale jusqu'à l'accompagnement pédagogique, suivi de la qualité et ce genre de choses. Justement, d'un point de vue pédagogique, en 25 ans, les jeunes, ils ont bien évolué quand même. C'est quoi les ajustements que les enseignants doivent faire? Comment est-ce que vous la ressentez aujourd'hui, cette nouvelle génération, que ce soit la Gen Z ou l'Alpha qui arrive maintenant, parce que vos apprentis, ils sont même plus dans la Gen Z, ils sont déjà dans celle d'après. Comment est-ce que c'est quoi le feeling? Alors, le feeling, c'est le côté curiosité que peut-être il y a 25 ans, on allait au cours et puis on recevait de l'information qu'on retenait et qu'on rendait. Maintenant, ils sont plus curieux de savoir le pourquoi du comment et puis de trouver un sens derrière ce qu'ils font. C'est surtout ça qu'on voit aussi arriver avec ces générations, c'est de dire, voilà, je fais une activité, j'acquiers une compétence, mais quel sens elle a dans le contexte professionnel. Et puis, justement, avec la FEDE, comme on l'appelle, qui est derrière votre fondation, est-ce qu'il y a des objectifs de communication, d'avoir plus d'apprentis? Comment c'est articulé au niveau politique entre vos deux entités? Alors, effectivement, au niveau de la FEDE, l'idée, c'est de voir arriver plus d'apprentis dans les métiers du bâtiment et de la construction. Il y a des challenges à venir, il y a un parc immobilier qui doit être remis à jour, il y a de la décarbonisation, il y a plein de choses. Et pour ça, on a besoin de monde. Donc, on a vu stagner, voire baisser un peu l'entrée en apprentissage dans les métiers du bâtiment et de la construction. Notre rôle, notre envie, c'est effectivement de remotiver des jeunes à venir se former dans ces métiers qui ont un avenir. Dans l'idée, un des paramètres de recherche d'un métier maintenant chez les jeunes, on voit gentiment émerger le fait qu'une question qui se posait peu avant arrive dans ces générations-là, c'est celle de dire, mais si je choisis ce métier-là maintenant, est-ce qu'il va évoluer? Est-ce que dans 3, 4 ans, 5 ans, au vu de tout ce qui se passe, est-ce que mon métier existera toujours, etc. Donc, dans les métiers du bâtiment et de la construction, on a encore cette chance de se dire, par ce choix, il y a la possibilité d'avancer, de voir évoluer ces métiers, mais à un moment donné, on a quand même besoin de la personne qui effectue la tâche. Donc, dans le questionnement, on peut rassurer un peu ces jeunes que sur les années à venir, il y a de quoi faire dans ces métiers. Alors, on cherche effectivement à revaloriser tout ça au travers de l'équipe de promotion. On a plein de projets pour promouvoir la formation initiale. On a aussi le groupe vaudois et la fédération vaudoise et l'école qui avons lancé un apprentissage maçon génération Z. C'est un apprentissage où le choix a été fait de permettre aux jeunes d'entrer en formation sans qu'il y ait trop de décalage avec quelqu'un qui aurait choisi, par exemple, le gymnase, puisque là, ces jeunes qui rentrent sous la forme de génération Z commencent avec, en première année, 10 semaines de vacances, 8 semaines en deuxième année et 6 semaines en troisième année. Comme ça, le saut entre l'école et l'apprentissage est un peu moins abrupt. Et puis, en parallèle, à côté de ça, il y a de l'IA générative qui va aider ces jeunes à acquérir des compétences là plutôt dans le contexte scolaire. Ils vont pouvoir de leur smartphone aller s'entraîner, aller faire des quiz, aller faire qui permettent d'acquérir des compétences plutôt théoriques. Et en parallèle, il y a un soutien avec des semaines supplémentaires de formation à l'école qui leur sont accordées quand ils ont ce contrat Génération Z. Donc on essaye effectivement de mettre de nouveaux modèles en place pour essayer de motiver des jeunes à rentrer dans nos métiers. Mais ça, pour bien comprendre, ça remplace complètement le CFC de maçon, enfin le CFC initial, ou bien c'est une autre formation? Et puis comment est-ce que les entreprises, qu'est-ce que ça change pour l'entreprise formatrice? Alors, le CFC de maçon reste identique puisqu'il est régi par une ordonnance fédérale et des plans de formation. Oui. Tout ça vient en complément
de ce que l'on donne par rapport à l'ordonnance et au plan de formation. Et puis pour les entreprises, effectivement, vous l'avez dit, c'est le côté vacances qui est là où l'entreprise s'engage à effectivement en signant ce contrat Génération Z à accorder ce droit aux vacances, mais en contrepartie, ces jeunes doivent s'engager à, au travers de l'IA générative, travailler leurs cours et participer aux cours complémentaires qui leur sont proposés. Donc il y a encore plus de cours, c'est-à-dire qu'il y a plus de jours. Finalement, l'apprenti est moins dans l'entreprise. Alors finalement, l'apprenti aura un peu moins de jours dans l'entreprise, mais une acquisition de compétences en école que certaines entreprises peuvent peut-être ne pas avoir forcément dans leur contexte de travail. Pour quel type d'entreprise ce sera intéressant, enfin, si on parle de taille ou d'activité, pour quelle entreprise il se dira, bon, en fait, moi, de former un apprenti, lui donner plus de vacances, qu'il acquiert justement des compétences en IA, quelle va être sa valeur ajoutée un peu concrète? Alors, il n'acquiert pas des compétences en IA, il acquiert de la théorie au travers d'une IA qui lui génère du questionnement. Là, on est plus dans l'acquisition de compétences pour la partie théorique, pour l'examen théorique, au travers d'une IA générative. D'accord. Maintenant, par rapport aux entreprises, il n'y a pas de taille pour laquelle c'est un plus ou pour l'autre c'est un moins. C'est le fait que l'entrepreneur soit convaincu du bien fondé de rentrer dans ce programme et qu'il voit aussi la plus-value pour son jeune qui, au final, finit avec son CFC avec une acquisition de compétences renforcée. Et justement, par rapport, vous parliez avant des cours interentreprises, peut-être expliquer la différence entre les cours interentreprises. Donc vous recevez que les jeunes lorsqu'ils sont au CIE, donc cours interentreprises, et puis sinon, les cours professionnels, c'est à Morges. Exactement. Ouais. Alors, il y a les cours de l'école professionnelle qui se trouvent à Morges, à Marcellin. Ouais. Et puis, effectivement, nous, à l'école de la construction, on est des spécialistes des cours interentreprises qui sont dans les ordonnances de formation. Et puis, c'est quoi la différence entre ce qu'ils voient au cours à Marcellin? Alors, pour un employé de commerce, je ne sais pas dans quel secteur vous avez fait. Nous, c'était assez concret parce que c'était des cours très généralistes au cours professionnel. Voilà, où on avait du français, de l'allemand, et de la compta, etc. Et puis, ensuite, les cours interentreprises, c'était spécifique à notre branche. Là, ça va être quoi la différence? Parce qu'il faut quand même aussi de la pratique à Marcellin. Alors, à Marcellin, ils vont faire de la culture générale, par exemple, oui. des mathématiques, de l'informatique, du dessin assisté par ordinateur en fonction des différents métiers. Quand ils arrivent chez nous, c'est plus effectivement de la pratique professionnelle. Ça veut dire que dans l'école de la construction, ces jeunes se retrouvent en atelier et ils vont travailler la matière, ce que Marcellin, par exemple, ne va pas monter des murs pour un maçon. Bien sûr. Ils vont les monter chez nous en complément de ce qu'ils font dans les entreprises formatrices. Le découpage est assez simple, c'est une grande partie du temps en entreprise formatrice pour l'acquisition des compétences, la partie plus scolaire dans l'école professionnelle, et puis les cours interentreprises ont été créés pour pallier certains manques au niveau d'entreprise. Peut-être qu'une entreprise ne peut pas donner l'entier du plan de formation. Eh bien, le cours interentreprise va permettre de compléter la formation pratique en entreprise. Et puis, ça représente combien de jours par année, les cours interentreprises? J'imagine que ça varie en fonction des métiers ou bien? En fonction de chaque métier a un nombre de jours de cours interentreprise qui est différent. Okay. Ça peut aller de cours, si je prends la maçonnerie, entre 70 et 80 jours de cours sur les 3 ans de formation. J'ai d'autres métiers où sur 3 ans de formation, ils ont 16 jours de cours interentreprises. Donc ça, c'est vraiment une variation énorme en fonction des différents métiers. Ce nombre de jours est calculé dans les ordonnances de formation. Les associations faîtières avec le CEFRI définissent ensemble le nombre de jours de cours qui doit être donné aux cours interentreprises. Et puis, peut-être d'un point de vue plus personnel, lorsque on a travaillé pendant un petit moment à la DGEP, donc avec peut-être un rôle un peu plus transversal sur les différents métiers, etc., et qu'on se retrouve aux portes de l'école de la construction avec des entrepreneurs qui sont peut-être parfois un peu bourrus ou de la vieille école, etc. Comment ça s'est passé les débuts
les rencontres, la prise en main de cette école de la construction? Alors, ça a été assez simple. Pourquoi ? Parce que à la DGEP, j'ai eu le pôle bâtiment et construction. Ça veut dire que beaucoup de gens que j'ai retrouvés à l'école de la construction, je les ai déjà côtoyés, on se connaissait de mon rôle de la DGEP. Donc, j'ai pas eu une transition trop difficile parce que le public que j'ai actuellement est le même public avec lequel j'ai travaillé pendant des années à la DGEP. Donc, tout s'est très bien passé. Et par rapport aux jeunes, on parle beaucoup aujourd'hui d'orientation professionnelle avec des jeunes qui sont des fois poussés vers une certaine voie et qu'il y a un manque de connaissances justement peut-être des métiers de la construction. Quelles seraient selon vous les mesures concrètes à mettre en place peut-être dès l'école obligatoire pour que des métiers qui sont en demande, qui ont beaucoup de demandes comme la construction, puissent peut-être être plus mis en avant que peut-être des métiers du tertiaire ou d'employés de commerce, ou finalement employés de commerce, je crois que c'est un apprentissage sur 3 presque, c'est un employé de commerce. Nous deux, on a fait ça. Exactement. Qui amène plein de débouchés, mais on ne peut pas avoir que des employés de commerce. Clairement. Pour vous, ce serait quoi est-ce qu'il y aurait des mesures, des idées, des choses qui se mettent en place? Alors, par rapport à la législature actuelle, eh bien, effectivement, il y a la revalorisation de la formation professionnelle. L'école de la construction, par son service de la promotion, travaille aussi en relation avec l'OCOSP, avec différents partenaires pour justement valoriser ces métiers. Ce qui se passe, c'est que les métiers de la construction, eh ben, effectivement, on va les présenter en école. On a notre service de promotion qui passe dans les écoles vaudoises. On travaille beaucoup avec les AMP. Ça aussi, ça nous sert beaucoup pour nous faire connaître. Mais en parallèle, on met en place des actions spécifiques, style salon des métiers, où on est présent pour démontrer nos métiers, mais aussi, par exemple, le club des petits bâtisseurs, c'est pour des jeunes de 10 à 12 ans qui viennent 5 mercredis après-midi chez nous à l'école de la construction. Chaque mercredi est dédié à connaître un métier. Et puis là, on fait se rencontrer les générations. Pourquoi ? Parce que les gens qui accompagnent ces petits bâtisseurs sont des gens retraités du domaine de la construction. Donc, qui participent au fait de venir montrer aux jeunes ces métiers. Et les jeunes repartent à la maison en ayant construit différentes choses dans les métiers où ils ont passé. Donc là, on le fait. On fait des portes ouvertes de l'école toutes les années où les gens peuvent venir découvrir vraiment tous nos métiers. Au travers du service de promotion, on organise aussi des stages en entreprise. On est partenaire du projet LIFT aussi, pour que nos entreprises reçoivent des jeunes qui viennent découvrir tout ça. Donc on a un panel assez énorme de promotion de ces différents métiers. Là, on vient de lancer le TikTok de l'école de la construction. Donc on va aussi se mettre sur ce réseau social pour présenter nos métiers. Donc on est très implanté au niveau vaudois dans la promotion des métiers. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ce qu'on doit pouvoir faire aussi, c'est que le premier prescripteur, qui est le parent, ait aussi une vision de ces métiers. Et on doit aussi trouver le moyen de pouvoir aller accrocher ce public-là pour qu'il découvre tout ce qui est mis en place et puis tous les débouchés possibles en faisant une formation dans le domaine du bâtiment ou de la construction. Justement, parmi toutes ces actions de promotion que vous faites, est-ce que vous avez l'impression que ça a eu un impact ces dernières années, mais surtout, est-ce que ça a influencé certains CFC? J'en sais rien, j'ai un exemple. Est-ce qu'il y a plus de peintres ou de plâtriers ou de maçons, etc. Comment ça se conjugue? Alors, les métiers dans lesquels on a le plus de contrats, c'est les métiers du bois. C'est encore des métiers passion. On voit beaucoup de jeunes qui sont passionnés par les métiers du bois.
Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et qui vont prendre du temps hein, pour faire changer les mentalités. Donc, l'analyse complète de savoir quel est l'impact de ce qui a été fait, eh bien, je pense qu'on pourra le faire dans 2-3 ans. Mais on remarque, par exemple, déjà l'année dernière, dans la maçonnerie, une augmentation par rapport à l'année d'avant du nombre de contrats signés dans le domaine de la maçonnerie. Et puis par rapport à tout ce que font les autres cantons aussi, parce que j'imagine bien qu'il faut aussi des maçons en Valais et à Fribourg. Est-ce que vous vous inspirez les uns les autres ? Est-ce qu'il y a des forces communes qui sont mises ensemble ? Enfin, comment est-ce que ça se passe, la collaboration avec les autres cantons romans qui ont, j'imagine, les mêmes défis que vous ? Alors, ils n'ont pas tous les mêmes défis. Hein. Si je prends par exemple le Valais ou le canton de Fribourg, où l'apprentissage, les gens accèdent plus facilement à l'apprentissage que sur le canton de Vaud ou sur le canton de Genève. Donc les défis sont pas forcément complètement les mêmes, mais on voit qu'on est assez aligné dans le fait que tous les cantons romans, voire les cantons de Suisse, ont un salon des métiers, ont de la promotion en école, ont des manières de promouvoir leur métier un peu identiques. Et effectivement, par exemple, dans le cadre du comité du GIP, d'organisation du Salon des métiers, c'est vrai qu'on va aussi voir ce qui se fait ailleurs pour s'inspirer aussi de nos collègues, aussi en Suisse allemande, etc., pour voir quelles sont les évolutions possibles. Maintenant, dans les métiers du bâtiment et de la construction, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'on peut en parler beaucoup, mais c'est des métiers où il faut toucher la matière, il faut aussi appréhender certaines odeurs à certains moments. Hein. Quelqu'un pourrait dire j'ai envie de faire une formation de peintre, et puis quand il arrive et puis que les odeurs de peinture lui conviennent pas, il se dit c'était pas pour moi. Donc effectivement, il y a beaucoup de promotions qui peuvent être faites de manière orale par des films, etc. Mais on reste quand même dans des formations qui sont manuelles, et puis le fait de pouvoir toucher la matière, de pouvoir expérimenter, eh bien pour moi c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment défendre nos métiers et puis motiver un jeune à rentrer dans ces formations. On parlait des parents justement où il y a une vraie incompréhension, un vrai défi notamment sur le canton de Vaud, l'arc lémanique, où les parents sont majoritairement du secteur tertiaire, universitaire, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces parents pour les enthousiasmer, pour finalement réduire un peu la dose de stress quand il y a notre enfant qui dit « je veux être charpentier ou maçon ». Alors on peut simplement leur dire que ces métiers sont des métiers diversifiés, qui permettent des carrières superbes, que il va y avoir dans les années à venir passablement d'entreprises aussi à reprendre dans le domaine du bâtiment et de la construction, puisque les baby-boomers arrivent gentiment à la retraite. Donc il y a de quoi faire, il y a du travail qui arrive, et puis que leurs jeunes pourront aussi contribuer à un moment donné à ce que sera le canton de Vaud, la Suisse de demain, au travers d'actions en lien avec ces différents métiers. Ensuite, on peut essayer de les rassurer sur le fait que, effectivement, malgré que ce soit des métiers où un charpentier se retrouve sur un toit ou ce genre de choses, tout le côté sécuritaire a vraiment beaucoup évolué. Et puis, ces jeunes, durant leur apprentissage, sont vraiment formés à la sécurité. Une chose qui est vraie, c'est qu'on ne pourra pas leur dire le jeune sera tranquillement dans un bureau avec de la clim ou ce genre de choses. Les jours où il fait chaud, il fait chaud. Les jours où il fait froid. Quand il pleut, il pleut. Quand il neige, il neige. Donc, ce sont quand même des jeunes qui doivent avoir envie de travailler en extérieur. Et ça, c'est un contexte qu'on peut pas enlever, quoi. Mais je pense que de montrer les belles réussites des entrepreneurs vaudois, de montrer les belles carrières qui peuvent être faites, doivent aussi motiver ses parents à tendre l'oreille quand un de leurs enfants dit oui, j'aimerais aller dans un métier peut-être plus du bâtiment ou de la construction. Et puis après, il y a aussi ce contexte où pendant des années, on a mis en avant plus le gymnase et les formations universitaires.
ça prendra vraiment du temps parce que voilà, c'est ancré. Et là, maintenant, on doit, au travers de nos actions, démontrer que ces deux voies n'auraient pas dû être mises en concurrence, mais c'est réellement deux voies et certains choisissent l'une et d'autres l'autre. Et ce n'est pas une concurrence, c'est arriver où on veut aller, quoi. Je sais aussi que vous faites des interventions communes dans les écoles, sauf erreur, avec aussi peut-être les métiers de la restauration ou de la santé, qui sont voilà, des secteurs qui souffrent aussi hein, voilà, de manque d'apprentis, potentiellement de pénurie de main-d'œuvre, etc. Est-ce que vous vous inspirez aussi les uns les autres? Par exemple, ben voilà, je sais que dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration, les cuisiniers, etc., voilà, les gens se battent pas pour faire un CFC dans ce domaine. Est-ce que vous avez régulièrement des échanges aussi? Est-ce qu'il y a un peu un combat commun du CFC ou est-ce qu'aujourd'hui on constate quand même que les secteurs font leur propre promotion dans leur coin? Alors, on échange passablement. Alors, effectivement, on essaye en discutant de trouver les axes qui pourraient faire que on arrive à faire venir du monde chez nous. Donc, surtout dans ces groupes de travail qui sont en lien, comme je disais avant, avec le Salon des métiers ou d'autres activités où on va essayer de mettre en place ensemble des choses qui permettent aux gens de faire connaître ces différents métiers, ces différentes corporations. Dans l'idée, on a aussi par contre les associations professionnelles qui sont là pour promouvoir leur métier. Donc on est aussi des fois tributaire de ce que veut l'association professionnelle dans la promotion. Mais c'est vrai qu'on échange passablement pour voir tout d'un coup en disant ça a l'air de fonctionner chez toi, est-ce que tu penses que je peux le répliquer chez moi? Enfin voilà, c'est des moments qu'on partage, oui. Et par rapport justement aux jeunes et à ces interventions dans les écoles, est-ce qu'il y aurait plus de possibilités? Vous parliez avant qu'il fallait que les jeunes puissent toucher la matière, expérimenter, sentir, ressentir. Est-ce que dans les écoles, il y aurait encore plus moyen d'intervenir, de construire un truc, d'avoir des... Je sais que vous faites des actions comme ça aussi, où vous faites des espèces de mini-chantiers dans les écoles, où vous avez fait... Enfin, j'ai l'impression que j'avais entendu des choses comme ça. Alors, c'est tout à fait juste. On a une école du côté de Nyon pour laquelle on a travaillé avec le maître de travaux manuels et effectivement on a construit une cabane de A à Z avec les jeunes de l'école pour leur alors eux avaient besoin de construire une structure, nous on a pu démontrer nos métiers au travers de la construction de cette structure, donc c'est quelque chose qui est fait aussi. Mais dans les visites d'école, on amène aussi de la matière. Ça veut dire que quand on va faire une visite en école, eh bien, on va prendre avec nous différents matériaux pour que les jeunes soient pas juste face à des films ou à des témoignages, mais qu'ils puissent à un moment donné prendre quelque chose dans les mains. Maintenant, c'est vrai qu'en parallèle, quand on fait nos visites en école, eh bien, on essaye de les motiver de venir faire une visite de l'école de la construction qui permet d'être un peu plus dans le corps business du métier. Et, on a parlé de l'évolution qu'il y avait eu dans la formation professionnelle jusqu'à maintenant. Et puis si on parle plutôt de perspective et d'avenir, selon vous, qu'est-ce qu'on lui réserve comme futur à cette formation professionnelle en Suisse? Comment est-ce qu'elle va encore évoluer ou croître ou décroître? Alors, j'ai pas de boule de cristal pour vous dire ce que sera la formation professionnelle en 2040 en Suisse. Par contre, je suis persuadé qu'elle a un bel avenir. Je vois aussi à l'école, je reçois très régulièrement des délégations étrangères qui viennent voir comment se passe la formation en Suisse et qui sont convaincus de la chose et puis qui veulent mettre en place chez eux sous une forme ou une autre ce type de formation. Maintenant, pour moi, il y a un axe qui devrait être réfléchi clairement
par rapport à la formation professionnelle initiale, c'est le côté agilité du métier. Je m'explique peut-être par rapport à ça. C'est qu'effectivement, tout à l'heure, je vous ai dit que tous les 5 ans, il y avait des révisions d'ordonnance. Et effectivement, quand après 5 ans, on se lance dans une révision d'ordonnance qui elle-même va prendre 2 ans et qui va entrer en vigueur 3 ou 4 ans après, eh bien, on peut se dire qu'il y a presque 9 ans entre le moment où on dit oui, on va faire une révision et puis la nouvelle ordonnance. Ce qui enlève un peu d'agilité au métier pour se dire, eh bien, effectivement, voilà, il y a une nouvelle technique, il y a une nouvelle façon de faire, il faudrait tout de suite la mettre en œuvre. Donc, je pense qu'une des réflexions que doit avoir la Suisse par rapport à l'apprentissage, c'est comment faire qu'on soit plus agile dans le développement de ces ordonnances métiers. Mais maintenant, effectivement, on voit que le CFC reste très reconnu, que les formations supérieures restent très reconnues. On voit aussi régulièrement dans les Euroskills, les World Skills, les Swiss Skills, la qualité des travaux qui sont faits. Et là, on ne peut pas douter de la pertinence d'avoir une formation de ce type-là qui permet à des jeunes d'être vraiment alignés avec ce qu'on a besoin pour développer le pays. Et justement, si on parle, si on parle de main-d'œuvre et de formation supérieure, est-ce qu'on pourrait imaginer que finalement, ce besoin de main-d'œuvre qu'il y a aujourd'hui, qui est indéniable, surtout dans le domaine de la construction, on voit quand même que voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent pour bosser dans la construction depuis l'étranger ou des gens qui viennent de France voisine ou des choses comme ça, mais qui parfois n'ont pas de formation initiale comme le CFC. Est-ce qu'on pourrait imaginer que finalement ce soit que les jeunes en cours de formation ou juste après la formation pendant les premières années qui fassent le boulot, je dirais, le plus basique ou le plus primaire sur un chantier, puis qu'après, il y ait en fait ces jeunes ou ces professionnels qui ont fait des formations supérieures? Est-ce qu'il y a une sorte de hiérarchie à envisager? Parce qu'on a un défi aujourd'hui, c'est qu'on dit que voilà, il n'y a pas aussi non plus assez d'ingénieurs, assez de spécialistes, de techniciens. Est-ce que ce besoin technique, il doit aussi être pallié dans le domaine de la construction, ou ça touche que le domaine technique? Alors, on a besoin de tous les corps de métier pour pouvoir avancer. Ça veut dire qu'on a besoin du maçon, mais on a besoin du chef de chantier, on a besoin de l'entrepreneur. Enfin, dans l'idée, la formation est conçue de cette manière-là, en disant, voilà, il y a la formation de base qui permet d'avoir cette compétence-là et puis de travailler sur le chantier. Puis après, quand on fait de la formation supérieure, il y a le brevet fédéral qui permet d'avoir plus de technicité dans le métier lui-même. Puis après, il y a le diplôme fédéral qui, lui, est plus dans le côté gestion d'une entreprise et ce genre de choses. Donc, effectivement, on a besoin de personnes à tous les niveaux. Et puis, quand vous disiez qu'on accueille des gens, effectivement, de l'étranger, le système suisse a été pensé jusque-là, puisque ces gens, après un certain temps chez nous, peuvent très bien se certifier via l'article 32 ou de la validation des acquis dans certains métiers pour obtenir les titres suisses en lien avec les métiers qu'ils font. Et justement, par rapport à ces formations supérieures, c'est juste sans CFC, elles sont pas accessibles. Ça veut dire que donc on peut pas faire un brevet fédéral si on n'a pas un CFC. On va passer par la case CFC. Alors, effectivement, les brevets et les diplômes fédéraux viennent après la base du CFC. Quelqu'un qui voudrait rentrer directement pour un diplôme fédéral, c'est pas possible. À part s'il vient de l'étranger et puis qu'il a déjà une formation étrangère et puis au niveau du CEFRI, on lui fait une évaluation qui dit que sa formation correspond à tel et tel niveau, et bien là, on peut rentrer, mais effectivement, pour aller sur un brevet fédéral ou un diplôme fédéral, il faut passer par la voie du CFC.
Et puis les formateurs qui font justement les cours interentreprises, est-ce que c'est des gens qui sont encore en entreprise ou est-ce qu'ils font que de la formation et que des cours interentreprises, ceux qu'enseignent? Alors, on a les deux types de formateurs. On a des formateurs à plein temps à l'école qui, eux, ont dû faire ces formations supérieures. Il faut une formation supérieure pour enseigner, plus les 600 heures de pédagogie auprès de la HEFP. Donc, ils ont dû faire vraiment tout le cursus pour devenir formateur au cours interentreprises. Et on a ce qu'on appelle des vacataires qui peuvent venir en soutien si tout d'un coup on a besoin d'une compétence très spécifique. Eh bien, on peut faire venir quelqu'un dans le cours pour amener des compétences. Donc, on travaille avec les deux, mais la base, eh bien, effectivement, pour les cours interentreprises, on travaille avec des enseignants qui sont dans l'école à temps plein. Les entreprises de la construction, comment est-ce qu'ils peuvent, selon vous, contribuer à la promotion, à la bonne image des métiers de la construction? Qu'est-ce qui se fait pas assez aujourd'hui et qui pourrait être comment est-ce qu'ils peuvent contribuer, en fait, les entreprises qui disent voilà, je trouve pas d'apprentis pour mon entreprise dans tel ou tel domaine. Qu'est-ce que vous leur conseillez un peu avec cette vision du haut? Alors, les entreprises font déjà beaucoup de choses. Le fait est que quand les jeunes arrivent en stage, eh bien, leur rôle, c'est de démontrer l'intérêt du métier. Donc, c'est cet accueil, l'accueil des stagiaires, le fait de pouvoir démontrer l'intérêt du métier, la beauté des gestes, la beauté du métier. Donc, ces gens sont complètement convaincus de l'apprentissage. Donc, en règle générale, ils le font bien. Là où ça devient compliqué, c'est effectivement d'avoir des jeunes qui viennent faire ces stages. Donc, une entreprise qui voudrait vraiment, je pense que le bouche à oreille, que la promotion du fait qu'elle est entreprise et qu'elle accueille des stagiaires, c'est quelque chose qui peut fonctionner dans une région pour faire venir des gens et puis proposer les métiers. Donc, vraiment que les gens comprennent que les entreprises formatrices sont ouvertes à recevoir des stagiaires et puis se mettre en avant au travers de la réception de jeunes pour leur démontrer que l'importance et la beauté de leur travail. Et puis, dans le domaine de la formation professionnelle, je reviens sur le côté évolution. Est-ce qu'il y a des métiers que vous avez identifiés qui vont être encore plus menés à évoluer ou à changer ou à fusionner ou est-ce qu'il y a déjà des métiers qui ont disparu, où il y a de moins en moins d'apprentis, où il n'y a plus du tout d'intérêt? Alors, dans le domaine du bâtiment et de la construction, on n'a pas encore de métiers qui ont complètement disparu. Par contre, les associations faîtières travaillent sur différentes solutions et on voit qu'à l'heure actuelle, par exemple, si je prends les ordonnances, on a le métier de menuisier et le métier d'ébéniste. Et là, actuellement, l'association faîtière est en train de travailler pour dire les compétences peuvent être pratiquement similaires, donc il n'y aura plus qu'un métier qui s'appellera menuisier ébéniste. Donc dans l'idée, c'est ce type de choses qui est plutôt mis en avant en allant chercher quelles sont les compétences à acquérir et de voir si on arrive à avoir un plan de formation commun, mais à ce stade, vraiment des métiers qui ont... Alors, les métiers ont évolué, je veux dire, par exemple, la construction métallique, c'est vrai qu'on fait beaucoup moins de fer forgé qu'à une époque. On utilise plutôt d'autres appareils pour faire de la construction métallique. On est plus dans une évolution des métiers plutôt qu'une disparition des métiers. On parlait avant de sentir, de tester pour les jeunes. Les parents, ils ont besoin de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque aux parents au niveau de la sensibilité, de la perception, de l'image? Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore plus? Je pense qu'on pourrait aller dans la meilleure compréhension de ce qu'est le métier. On a certains métiers, peut-être que certains n'arrivent pas à visualiser clairement ce que pourrait être le métier parce que derrière certaines appellations, on n'arrive pas à se rendre
complètement compte de l'activité qui est faite. Et c'est là aussi qu'on a un travail, c'est de faire comprendre derrière la dénomination d'un métier quelles sont les activités qui sont faites. Et puis, il y a le côté de pouvoir les rassurer sur effectivement l'importance que l'on met dans la sécurité sur les chantiers, l'importance que l'on met dans l'acquisition de techniques effectivement qui sont en adéquation avec ce qui doit être fait par rapport à différentes normes. Peut-être aussi leur démontrer que l'outillage a évolué. Je veux dire, à un moment donné, maintenant, on a dans le domaine du bois ou dans d'autres domaines un outillage où si on met la main, l'appareil s'arrête immédiatement pour ne plus avoir ce risque de se couper ou ce genre de choses. Donc, on a la connaissance du métier et l'information de ces gens sur ce qui est clairement le métier et puis sur tout ce qui a été mis en place pour que ces métiers soient des métiers du 21e siècle, quoi. Et là, je pense que c'est un de nos gros travaux, c'est de faire comprendre tout ça à ses parents. Et puis dans l'école, au sens propre, voilà, vous parliez avant de renouveler certaines choses. Est-ce qu'il y a un côté communautaire qui pourrait être encore plus ancré, un côté, je sais pas, est-ce que vous faites aussi des fois des projets interprofessions au sein de l'école, ou est-ce que c'est très cloisonné, les cours interentreprises, et puis peut-être aussi ce côté partage. Alors je me rends pas compte au niveau, alors, j'imagine bien qu'il y a une cafétéria et puis que les jeunes peuvent manger sur place, mais ouais, encore plus ce côté affiliation et communautaire lié à la construction et au bâtiment qui se ressent beaucoup en l'occurrence sur les chantiers. Et comment est-ce que ça pourrait déjà être retranscrit au niveau des apprentis pour déjà peut-être commencer à faire les premiers pas de réseautage, si on peut dire ça comme ça? Alors, effectivement, dans l'idée, les cours interentreprises sont tellement cloisonnés par rapport à des ordonnances de formation et des plans de formation qu'on ne peut pas forcément sortir du nombre de jours de cours et puis faire des semaines intermétiers, parce que ça veut aussi dire faire sortir des entreprises ces jeunes pour venir faire des cours supplémentaires au niveau de l'école, et ils ont aussi besoin de ce temps en entreprise pour acquérir des compétences. Alors, dans l'idée, ça n'existe pas encore, mais une des idées de développement, ce serait d'avoir un réseau d'alumni de l'école de la construction qui permettrait effectivement de promouvoir ces rencontres entre corps de métier, parce que c'est vraiment pour nous hyper important aussi que ces jeunes se rendent compte que oui, je suis carreleur, mais avant il y a peut-être un peintre qui a passé, et puis quand je vais mettre mon carrelage, je dois faire attention à ce qu'a fait le peintre. Enfin, il y a cette cohabitation permanente dans les chantiers. Eh bien, elle serait intéressante d'être développée d'entrée de jeu dans la formation initiale. J'ai deux dernières questions pour clore cet entretien. Pour vous, c'est quoi votre définition personnelle de la réussite professionnelle? La réussite professionnelle, pour moi, c'est quand on part travailler le matin sans avoir l'impression qu'on va travailler. Qu'on se rend sur notre lieu de travail parce qu'on est passionné de ce qu'on fait, parce qu'on pense que ce que l'on fait a un sens, et puis qu'en se levant le matin, on est content d'aller là où on doit aller pour travailler. Et puis, dernière question, si vous deviez donner un conseil au jeune Lionel qui commence son apprentissage à 15-16 ans demain, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors vraiment, j'irais dans l'axe de dire sois curieux. Sois curieux de tout ce qui t'entoure, sois curieux, pose des questions, va vers les gens pour savoir le pourquoi du comment, parce que dans un cursus professionnel, eh ben effectivement, c'est ça qui permet d'avancer, c'est cette curiosité de savoir pourquoi on fait quelque chose d'une certaine manière, pourquoi on a envie d'aller vers ce résultat. Dans l'idée, ce que la formation professionnelle permet
par cette curiosité, c'est de choisir la voie qu'on va décider. Par exemple, je prends l'exemple d'un jeune qui d'entrée de jeu sait qu'il veut faire médecin, il sait que sa voie c'est le gymnase et puis l'université. Donc à un moment donné, il va se mettre sur l'escalator et il va monter jusqu'au moment où il est médecin. Ce que permet la formation professionnelle, c'est de prendre l'escalier. Et prendre l'escalier, c'est des fois plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'à chaque palier, on peut voir plein de portes différentes et puis se dire laquelle je vais ouvrir pour prendre le prochain escalier et puis de pouvoir définir où est-ce qu'on veut aller en fonction de la curiosité qu'on a eue et des besoins qu'on ressent par rapport au métier qu'on a choisi. Merci beaucoup pour ce partage, M. Arletta, et puis à tout bientôt sur Dual. Merci.